Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bonjour le Maghreb. On se rencontre aujourd'hui, professeur Piti à Metz. Je veux bien que vous reveniez sur ce livre auquel on fait référence qui s'appelle « Va où l'humanité te porte », un médecin dans la guerre. Pourquoi il se trouve que je n'avais pas du tout vocation à écrire. Et je me situe toujours comme un homme d'action, pas du tout un homme de l'écriture, au fond. Hein. Et donc, au mois de novembre 2016, novembre-décembre 2016, un certain nombre d'éditeurs, comme si c'était donné le mot, m'ont téléphoné en me demandant si j'acceptais d'écrire et qu'ils étaient prêts à me publier. Et parmi eux, il y avait Fayard, il y avait Bayard, il y avait Flammarion, il y avait Équateur et il y avait aussi Talandier. Et à tous, j'ai répondu non. Non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je ne sais pas faire, je n'ai jamais fait, etc. Et puis maintenant, pour l'instant, je suis pris, voilà, je ne peux pas dégager du temps pour cette écriture-là. Vraiment, j'avais pas envie, en tous les cas. Et donc, d'une certaine manière, ils ont tous respecté cela. C'est-à-dire que le fait que je leur dise non, ils ont tout à fait accepté ça. Et puis, sauf une éditrice, Nathalie Richet de chez Talandier. Et elle était très insistante. En m'envoyant des mails, en me demandant, en essayant de m'expliquer les raisons que qui devraient me pousser à l'écriture, etc. Et j'ai fini par ne plus lui répondre, considérant que c'était trop, bon, que j'ai été un peu harcelé, dirons-nous, entre guillemets, et que je n'avais pas le temps de faire. Donc j'étais non. Et cependant, elle est passée par Messenger en m'envoyant un message disant « Mais que faut-il donc que je fasse pour que vous me répondiez ? 3 points de suspension, sniff ». Et là, j'ai téléphoné, j'ai appelé. Voilà. Pour lui dire non. En plus, c'était pour lui dire non. Vous êtes terrible. Petite question indiscrète, vous êtes de quel signe? Je suis Verseau. Oui. Verseau. Voilà. Donc, pour lui dire non. Enfin, je vois bien que vous pleurez, mais ce sera non. Et donc, et là, elle a réussi à me convaincre. Elle a réussi à me convaincre en disant c'est important pour ceux qui vont vous lire. Oui. Vraiment, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait. Peut-être que vous ne prenez pas conscience de votre engagement avec les dangers qui ont été les vôtres, etc., qui vous a poussé à aller jusque-là. Et peut-être que c'est important pour certains qui ont besoin de ça, pour eux aussi, s'engager à leur tour. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et je lui dis, bon, ben d'accord. Mais je n'ai pas le temps. Alors elle a dit, ben, je peux vous faire aider. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a trouvé un auteur pour m'aider. Mais les choses se sont mal passées avec l'auteur. Ça ne s'est pas très bien passé. Nous avons eu plusieurs réunions de travail. Il enregistrait au début, il n'enregistrait plus après. Et il n'avait plus le temps de me rencontrer parce qu'il avait son propre travail. Donc ça se faisait par téléphone. Par téléphone, ce n'était que des anecdotes que je lui racontais. À un moment donné, je lui dis, il y a un problème parce que mon engagement n'est pas le fruit d'anecdotes. Il faut comprendre ce qui m'a amené à. Et ça, je ne peux pas l'expliquer par téléphone. D'accord ? Et quand il a donné ses premiers écrits, alors là, je ne m'y suis pas retrouvé du tout parce qu'il en faisait une fiction. Une fiction ne respectant pas la chronologie des événements, réinventant Oran, par exemple, avec ses remparts, comme si Oran avait des remparts, pour qui connaît Oran. Ben oui, pour qui connaît Oran. Oran est sur un plateau au-dessus de la mer, mais Oran n'a absolument pas de remparts. Donc vraiment, c'était avec les... je me rappelle très bien qu'il avait marqué
les filets des pêcheurs. Oran, c'est une énorme ville. Je me suis mis assez en colère à ce moment-là. Et j'ai appelé l'éditrice en disant, écoutez, j'arrête. Vraiment, j'arrête. C'est pas possible. Je ne veux pas continuer. En tout cas, pas comme ça. C'est pas ça, etc. Et donc, elle est revenue de nouveau. Et le fait que j'ai commencé à parler, le fait que j'ai commencé à expliquer en même temps, ça m'a interpellé quand même, intérieurement. Pourquoi est-ce que j'étais en Syrie? Pourquoi j'étais là-bas? Au fond, je n'avais pas d'attache avec la Syrie. Qu'est-ce qui faisait au fond qu'un jour, je me suis levé et je suis parti en Syrie? Pourquoi? Ça m'a interpellé sur moi-même, sur mon parcours. Qu'est-ce qui faisait que j'allais en Syrie? Qu'est-ce qui faisait? Et donc, au fond, je me suis rendu compte que quand je lui parlais, je me racontais. Et en me racontant, au fond, je prenais conscience de ma propre vie, de mon parcours, depuis Oran. Là où je suis né, le monde arabe dans lequel j'ai vécu, que j'aime beaucoup. Et au fond, j'étais dans le monde arabe. Le fait que j'avais été militaire, bien évidemment que j'avais un engagement dans la guerre, etc. Mais j'étais en Syrie dans la guerre. Et donc, quelque part, les choses avaient du sens. Le fait que je sois là, ça avait du sens. Mon engagement aussi chrétien, c'est-à-dire de foi au même temps, d'aller vers ceux qui sont en souffrance, oui, j'avais connu la guerre d'Algérie, j'avais connu en même temps les exactions menées par l'OAS, etc. Et donc tout ça avait du sens. Et au fond, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est quand on prend le temps de se retourner et de voir sa vie, à ce moment-là, on a un récit et on se rend compte qu'au fond, notre chemin est un chemin qui nous construit. Qui nous construit. Et là où nous sommes, à un moment donné, ça a du sens. Mais vous avouerez quand même, vous reconnaîtrez que votre chemin, votre parcours, il est quand même atypique. Je ne sais pas s'il est atypique, parce que je sais pas s'il est atypique, mais c'est vrai au même temps que ma vie m'a porté là où je suis. Elle m'a apporté là où je suis de toutes les façons. Je suis là où je suis. Et je dois dire, et je rends grâce à Dieu en même temps, que ce soit comme ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, le chemin, etc., le chemin s'est ouvert. Il y a eu des gens qui étaient au carrefour, quand je me suis posé des questions, qui m'ont dit « mais va par là », etc. Et donc tout ça construit une vie. Et une vie se construit. Et moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent là, je les invite à repenser leur propre vie pour comprendre que leur vie s'est construite et que la vie est belle et qu'elle a du sens. Et que ce sens de leur vie ne pourront le donner que s'ils veulent bien faire le retour sur le passé pour comprendre pourquoi. Oui, c'est vrai, je me sens protégé, je suis exactement là, à mon sens, où Dieu veut que je sois. Je suis sur mon chemin. Vous savez, c'est un peu, quand on est sur son chemin, c'est comme si vous faisiez une randonnée. La randonnée est balisée. Tant que vous êtes sur le chemin de randonnée et qu'il est balisé, vous ne risquez rien. Parce qu'il a été conçu, prévu pour être comme ça, balisé et en même temps sécure. Si vous vous trompez de chemin, à ce moment-là, vous allez vers autre chose. Mais l'autre chose, ça n'est pas votre chemin. Et là, vous allez rencontrer des difficultés. Et après, vous avez deux possibilités. Soit vous persistez, et au fond, vous gâchez votre vie. Parce que ce n'était pas prévu que ce soit ce chemin-là. Et que cette randonnée-là, elle est faite de rocailles, elle est faite vous vous perdez au même temps, etc. Vous vous perdez vous-même. Autrement que, si vous êtes sur le chemin, tel qu'il est balisé, et que chaque fois que vous êtes devant une difficulté, au fond, vous vous arrêtez, vous dites, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je dois continuer? Qu'est-ce que je dois faire? De toute façon, je sais pertinemment que rien ne me sera demandé qui soit au-dessus de mes forces. Rien ne me sera demandé qui sera au-dessus de mes forces, parce que c'est le chemin qui est fait pour moi. Et donc j'ai cette foi-là. Je ne crois pas à la destinée, parce qu'au même temps, j'ai mon libre arbitre. Et tout à l'heure, j'ai dit, on peut se tromper de chemin, c'est-à-dire refuser ça. Nous ne comprenons pas pourquoi il faut continuer là-bas, par là. Et vous décidez de choisir autre chose, mais vous en assumez la responsabilité. D'accord? Si au contraire, vous vous mettez dans cette disposition, reprenez le terme de musulman. Qu'est-ce que le musulman, sinon celui qui est soumis? Donc soumis, ça veut bien dire ce que ça veut dire, faire confiance. Depuis Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils, et il ne se pose pas la question de savoir, est-ce que je vais tuer mon fils?
Et donc, ce qui nous est demandé, c'est de croire et d'avoir confiance. Et si on se met dans cette disposition, alors je peux vous assurer que la vie est belle et elle a vraiment du sens. La vie est belle. Où que ce soit, même si vous passez par des difficultés, etc., d'un seul coup, vous vous rendez compte que ça vous a ouvert autre chose. Là où vous ne vous attendiez pas. Et donc, oui. Et de vivre le présent. De vivre dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, vous ne savez pas. Il n'y a que dans le présent que les choses ont du sens. Que dans le présent. Et ne pas s'acharner à vouloir changer les choses qui ne peuvent pas être changées. Ça, c'est clair. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse en même temps, et c'est une forme aussi de sagesse et de bonheur en même temps. Quand vous vous levez le matin et qu'il fait mauvais, vous n'allez pas vous mettre en colère parce qu'il fait mauvais. Donc, acceptez qu'il fasse mauvais, mettez les habits qui vont bien, d'accord, et sortez. Ça, vous pouvez agir là-dessus. Vous avez le choix, soit de rester à la maison en attendant qu'il fasse meilleur, soit de prendre les vêtements qui vous protègent de la pluie, d'accord, et de sortir, parce que vous aviez prévu de sortir. Et donc, oui, c'est important de vivre le présent, parce que sur le présent, je peux agir, d'accord, sur le futur, non, et sur le passé, c'est déjà trop tard. Et donc, oui, d'être dans cette conscience des choses. Est-ce que vous auriez pu faire une autre profession que médecin, être par exemple devenir prêtre? La question s'est posée à un moment donné, mais je pense que fondamentalement, j'étais fait pour l'action et pas pour la contemplation. Pas du tout pour la contemplation, mais pour l'action. Et à 15 ans, par exemple, spontanément, comme ça, ou un ami dans la rue, pour ceux qui connaissent Oran, au fond de la rue de la Bastille, il y a ce qu'on appelle la Maison Blanche, au fond de la rue de la Bastille, tout près du consulat d'Espagne. Je ne sais pas s'il y est toujours le consulat d'Espagne, mais les Oranais qui peut-être nous entendent, j'étais là, j'avais 15 ans, j'étais sur le trottoir à côté de la Maison Blanche, et mon ami Louis me dit « Qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Je lui dis « Je serai médecin ». Et j'ai dit ça alors que je ne suis pas d'une famille de médecins. J'aurais peut-être plutôt être tailleur, d'accord. Ma mère voulait plutôt que je sois professeur d'histoire-géo, parce que j'aimais beaucoup l'histoire-géographie. Et j'ai dit je serai médecin. Et toute ma vie après s'est mis en place pour que ce soit ça. Tout. Vraiment, tout s'est mis en place pour que ce soit comme ça. Des belles rencontres. Des belles rencontres. Déjà à Oran, où il se trouvait que le mercredi, j'allais dans un dispensaire à la sortie d'Oran. Fabuleux. On vous laisse faire des choses qui aujourd'hui n'existeraient plus. Voilà, tout à fait. J'allais, il y avait des sœurs qui avaient un dispensaire à la sortie d'Oran, et j'allais soigner là-bas. Elles m'apprenaient à prendre la tension artérielle, à faire les injections intramusculaires, etc. Et j'y allais, et j'éprouvais un grand plaisir. C'était vraiment une ambiance extraordinaire. Tout s'est porté comme ça. Tout s'est porté. Bon, je n'ai pas une racine, j'ai des racines. Mes racines sont italiennes. Bien évidemment, une partie de ma famille a vécu en Tunisie, ma mère est née en Tunisie, bien évidemment. Moi, je suis né à Oran, nous avons vécu à Oran. Le monde arabe, mais j'aime beaucoup. C'est pas un hasard. Hein. C'est vraiment beaucoup. La culture, quand nous étions enfants, que ce soit les mariages, et même dans l'immeuble dans lequel nous habitions, il y avait des familles marocaines qui habitaient là, il y avait des familles algériennes, il y avait des familles juives au-dessus, les Bendriem, il y avait des Espagnols, il y avait des familles Martinez, etc. Tout ça vivait en symbiose à l'intérieur de cet immeuble qui était un ancien caravansérail, transformé en logement. Et il y avait au dernier étage qui avait été modernisé, vous aviez les Français arrivés de France, c'est-à-dire on avait ce qu'on disait les Français. C'est pour dire, à Oran, on dit, il y a les Français qui sont au-dessus, hein, et nous vivions là, et puis il y avait cette vie que l'on connaît du monde méditerranéen, où on s'aime et en même temps on se déchire, les mères se disputaient, se tiraient les cheveux quand ça allait mal. Ça faisait partie du protocole. Ça faisait. Et c'était aussi, au même temps, et j'ai dit combien les odeurs m'ont profondément marqué. Les odeurs, toutes les formes d'odeurs, et je me dis comment les jeunes d'aujourd'hui peuvent vivre dans un monde aseptisé, où il n'y a plus d'odeur. Moi, descendre dans la rue, au même temps, et il y avait le marché de la rue de la Bastille, il y avait ces couleurs du marché de la rue de la Bastille, il y avait ces cris, au même temps, ces appels, il y avait tous ces marchands d'épices, l'odeur du pain frais du matin, etc., des beignets le matin qui étaient faits, le marchand d'eau aussi, l'eau était saumâtre en Algérie jusqu'en 1956. L'eau était saumâtre et ma mère, pour me faire boire de l'eau douce, m'offrait un verre dans la timbale en cuivre du marchand d'eau, etc. Comment oublier ça?
Comment oublier cette vie? Comment oublier cela? C'est impossible, c'est impossible. Vous retournez en Algérie. Je retourne en Algérie. Vous êtes retourné à Oran? Oui, je suis retourné à Oran. Et c'était un très beau cadeau que m'a fait, parce que j'ai travaillé avec la Sonatrach pendant 2 ans à la mise en place d'un plan d'urgence d'évacuation des blessés en cas d'accident technologique sur les sites de la Sonatrach. Récemment? Et, oui, jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002. Et donc, j'allais sur le site de Harzeux. Et en allant sur Harzeux, j'ai dit, écoutez, si je vais à Harzeux, je veux aller à Oran. Vous comprenez bien, je ne peux pas ne pas aller à Oran. Alors, ils m'ont dit, d'accord. Et comme c'était la période de la guerre civile, ils avaient peur en même temps pour ma sécurité, en me disant, mais vous savez, c'est dangereux, etc. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas ne pas y aller. Comme on vous dira plus tard, oui. en Syrie, il vaut tant de millions, milliers d'euros, quelque chose comme ça. Vous avez une valeur... J'ai une valeur marchande. Et donc, oui, alors c'était assez extraordinaire, ils ont accepté. Et tous les lieux qui ont été les lieux de mon enfance, ça faisait 30 ans que je n'étais plus retourné, tous les lieux de mon enfance, j'ai pu les faire, et il y avait avec nous un photographe qui filmait ces lieux. C'était vraiment extraordinaire, d'une gentillesse extraordinaire. À la rue de la Bastille, où je suis né, au numéro 16, nous sommes montés là, et j'ai tapé à la porte. Les gens, immédiatement, m'ont fait rentrer dans l'appartement et j'ai retrouvé un peu toute l'ambiance de mon enfance, etc. Après, nous avions habité à Gambetta, cité Jean de La Fontaine. Alors, je précise pour ceux qui écoutent, la cité Jean de La Fontaine. Au 2e étage, à l'entrée numéro 7, nous sommes allés là-bas. Tapé à la porte, et puis un monsieur a ouvert en pyjama. Assez austère, monsieur. En fait, c'était un ancien sous-officier du FLN qui était à la retraite, assez austère. Vous avez peut-être réveillé au plus. Oui, c'est ça. Et donc, on lui explique en arabe pourquoi nous étions là, et puis il referme la porte. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un problème? Il dit, non, il faut attendre, il faut attendre. Et puis la porte s'est rouverte. Il s'était mis en costume, avec sa fille derrière, et sa fille avait un plateau avec des dattes et du lait. Ah oui. Et donc... on voulait vous recevoir, voilà. C'était la bienvenue. Oui, c'était la bienvenue. Donc, et je suis rentré. Et rien n'avait changé. Vous croyez au hasard parce que vous tombez de nouveau, vous, en tant que militaire. Oui, avec, en sachant que c'était lui qui nous avait remplacés dans cet appartement en 1962. C'est-à-dire que l'appartement était passé de ma famille à lui. Et que depuis 1962, il était dans cet appartement. Et rien n'avait changé. Rien n'avait changé de l'appartement. Nous nous sommes installés au salon, là, nous avons discuté. Et dans la discussion, c'est de lui expliquer ce qu'avait été pour nous, du côté français, du côté pied noir, ce qu'avait été la guerre d'Algérie. Et lui, il avait vu du côté de la guerre elle-même. Parce que l'échange n'était pas fait comme ça, jamais. Autrement que par des documentaires. En tout cas, l'échange n'était pas fait de manière proche. Proche comme ça. Et d'expliquer comment l'OAS, au même temps, nous obligeait, nous raquettait tous les mois, etc. Que mon père était obligé de monter la garde, etc. Et lui de dire, c'est pas vrai. Ben si c'est vrai. Que l'OAS tirait sur l'armée française, qu'elle tirait aussi au même temps sur les Algériens, etc. C'est d'expliquer, et lui de dire, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est vrai, voilà comment nous avons vécu. Et au fond, l'OAS avait créé un tel climat d'insécurité, au fond, persuadé que les Algériens allaient revenir en force, qu'ils allaient nous massacrer tous, etc. Ils avaient créé ça, que les gens ont fui. Que les gens ont fui en 1962, alors que nous aurions pu rester. Vous étiez également, vous, votre famille, frappés par le principe de, effectivement, la valise ou le cercueil. C'est ça, c'est ça. C'est ça. On ne cherche pas... Exactement. Et de ce fait, mon père nous a... Et puis l'OAS empêchait en même temps les hommes de partir parce qu'ils voulaient faire la terre brûlée, etc. Et donc ce climat-là a été fait, au lieu de rassurer l'ensemble des populations, de dire, bon, c'est un transfert de pouvoir. On rend aux Algériens ce qui est leur terre. C'est dans la douleur. Voilà, ça s'est fait justement de cette manière-là, alors que nous aurions pu le faire. C'est l'OAS qui avait, à Oran, nous étions paisibles jusqu'en 1961-62. C'était paisible à Oran. Les gens descendaient, travaillaient, etc. C'est l'OAS qui a créé cette radicalisation qui empêchait les Algériens de descendre à Oran, etc., qui les poursuivait et tout. C'est eux. Et combien c'est dommage, car nous, même si je suis parti, mon père est resté et nous sommes revenus. Et je le dis dans le livre, les plus belles années de ma vie, je les ai passées à Oran après l'indépendance. Et je suis un peu comme Camus, je reconnais en moi cette algérianité. C'est vraiment...
il serait difficile, nous avons vécu ensemble, et il serait difficile pour moi d'arracher cette partie de moi qui est cette algérianité-là. Quand je vais en Algérie, je me retrouve. Je me retrouve dans la culture, dans la façon de vivre, etc. Je me retrouve complètement. Il serait difficile. J'ai découvert la France à 19 ans, quoi. Enfin, il faut bien le comprendre. Et d'une certaine manière, je suis un intégré. Oui. On ne parlait pas de réfugiés à l'époque. Enfin, oui. Quoique. Oh, mais j'ai été réfugié. Vous avez vu, je raconte un peu comme ça a été difficile sur le bateau, etc., de vivre à 4 dans une pièce à Paris, dans les conditions qui ont été les nôtres, etc. Donc je peux comprendre ce que ça veut dire d'être réfugié. Je peux comprendre qu'enfant, comment on est arraché en même temps à son monde, etc. Je peux comprendre cette souffrance-là. Je peux la comprendre parce que je l'ai vécu, que ça m'a déprimé, que j'étais profondément déprimé pendant cette période-là, où avec mes sœurs, nous vivions dans une seule chambre, la famille était éclatée, ma mère avait rejoint mon père en Algérie, mais elle avait peur encore pour nous, et puis le jour où elle est venue nous chercher, ça a été un bonheur extraordinaire. Le jour où ma mère dit, elle est venue à Paris, elle nous a dit, allez, on rentre de nouveau à Oran, c'est un extraordinaire bonheur. Peut s'en retourner, mais c'est vrai que d'une certaine manière, nous ne sentions pas, par notre histoire, ma famille ne se sentait pas partie prenante de l'Algérie française. Nous étions venus d'Italie, nous étions venus par la Tunisie. Une partie de notre famille était en Tunisie. En Tunisie, au fond, l'indépendance était faite assez facilement. En Maroc, les choses s'étaient faites aussi facilement. Pour mon père, c'était incompréhensible que ce ne soit pas de même pour l'Algérie. Nous n'étions pas partie prenante de cette guerre franco-française et en même temps franco-algérienne, etc. On n'était pas partie prenante de ça, du tout. Et de ce fait... mon père ne voyait pas de raison de ne pas rester en Algérie. Voilà, et c'est bien dommage que les gens soient partis. Bien dommage. Est-ce que vous êtes posé la question, j'imagine que oui, de ce qu'aurait été votre vie si vous étiez resté en Algérie? Si j'étais resté en Algérie, j'aurais été médecin, ça c'est clair. Bien entendu, j'aurais pu continuer à rester en Algérie, mais pour autant le diplôme n'était pas reconnu. J'avais fait mes études au lycée français. Si j'avais passé un doctorat de médecine à la fac d'Oran, le diplôme n'aurait pas été reconnu en France. Or, comme j'étais français, bien évidemment, ça avait de l'importance, c'était nécessaire de rentrer pour moi. Donc je suis rentré pour ça. Vous êtes d'accord, quand vous êtes sur votre chemin, votre chemin est balisé. Et donc vous avez des gens, vous avez des rencontres, etc. à tous les moments. Et ça, c'est l'important de dire ce qui est de vivre le présent. Parce que si vous êtes dans le passé ou si vous êtes dans le futur, vous ratez ces rencontres. Pour pouvoir comprendre ces rencontres, il faut les vivre dans le présent. Certainement que grâce justement à le parcours de famille, etc., j'ai un esprit qui est ouvert, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Mais d'un autre côté, j'aurais pu aussi rester dans le passé ou ne pas être satisfait de mon présent et de vouloir un futur meilleur. Et du même coup, vous oubliez de vivre. Or, le vivre se situe dans le présent. Il ne se situe pas ailleurs que dans le présent. Et donc, vous savez, il m'arrive même d'être dans un avion. Et même quand je suis... et quand je suis assis, je me dis, la personne qui est à côté de moi, pourquoi elle est à côté de moi? Il y a forcément quelque chose qui a à voir en même temps entre nous deux. Et donc, j'ai fait de belles rencontres dans les avions. Hein. Je veux dire, il y a des rencontres assez fabuleuses à oui, faire. Oui, oui, et j'ai fait de belles rencontres dans les avions assis, ça permet de discuter, on a du temps, etc. Et une fois, j'allais en Algérie. Et j'étais assis à côté d'un monsieur, je faisais messe Alger. Et je suis assis à côté d'un monsieur. Or, j'étais fatigué. Ça vous arrive d'être fatigué? Oui, j'étais sorti de ma garde de réanimation. J'étais sorti de ma garde de réanimation la veille. Je suis monté directement dans l'avion. J'avais envie de dormir, j'étais fatigué, etc. Et pourtant, je me disais, mais enfin, si je suis à côté de ce monsieur, il faudrait quand même que je lui parle pour savoir ce qui nous unit, lui et moi. Vous allez vers un pays connu, donc voilà. Plus de surcroît, voilà. Et puis non, je n'ai pas eu le courage. Et en descendant à Alger, bien évidemment, on s'est dirigés tous les passagers sont dirigés vers les postes de police, de contrôle de police. Donc on faisait la queue. Et puis je vois mon voisin arriver, lui. Et puis je me dis, tu vas passer à côté de quelque chose. Tu vas passer à côté de quelque chose. Alors je me tourne vers lui, je lui dis, vous restez ici, vous êtes à Alger, vous êtes arrivé. Il me dit, mais non, moi j'attends l'avion, justement je pars à Oran. Et donc nous étions tous les deux d'Oran. Nous étions tous les deux d'Oran. Et donc c'est ça, et je me suis dit, ben tu vois, voilà.
si ça se trouve, vous aviez des tas de choses en commun. Vous aviez des tas de choses en commun. Et donc, il continuait son voyage jusqu'à Oran. Donc, c'est vraiment important, Samia, c'est vraiment important de vivre l'instant présent. Oser. Oser, oui, oser, avancer, oui, bien sûr. Le fait d'avoir une vie spirituelle, une vie intérieure, vous amène comme ça à cette introspection. Autrement, vous êtes constamment dans un monde comme celui d'aujourd'hui, de surcroît, où vous êtes pris par tellement d'informations qui viennent de toutes sortes. Les réseaux sociaux, bien évidemment, les informations par la télévision, par la radio, etc., par les amis, les rumeurs, etc. Et vous êtes constamment sur l'extérieur. Et en fond, vous démultipliez votre moi, vos moi. Qu'est-ce qui fait que je suis Raphaël Pitti ou que vous êtes Samia Rabia? Qu'est-ce qui fait que vous êtes? Puisque vous avez un comportement avec vos amis proches, vous avez un comportement dans votre travail, vous avez un comportement dans vos loisirs, vous avez, etc. Et au fond, vous êtes plusieurs personnages. Qui est le vrai personnage? Qui est le vrai? Où est-il? Où il se situe? Vous voyez combien de fois vous rentrez chez vous, complètement harassé, fatigué, etc. C'est le visage que vous donnez à votre épouse. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai une journée épouvantable, surtout ne me parle pas, j'ai mal à la tête, etc. D'un seul coup, le téléphone sonne. C'est un ami. Vous prenez le téléphone. Ah, ça va? Ah oui, ça va bien, j'ai passé une bonne journée, etc. Et, alors, il y a de quoi se dire, mais attends. Soit c'est de la schizophrénie, soit voilà. Tu dis à ton ami que ça va bien, etc. Et à moi, tu me dis que ça va pas, etc., que je dois te laisser tranquille. Qui est le vrai? C'est-à-dire que nous jouons des personnages. Hein, et on est le fruit comme ça. Et au fond, on est morcelé. Où est la réalité de notre être, sinon intérieurement? Qui suis-je, moi, intérieurement? Et si je n'ai pas ce retour, si je n'ai pas ce moment dans la journée, le matin, ou 5 fois par jour, 5 fois par jour, de s'arrêter, de se poser, d'accord, pour se retrouver. Qui suis-je, moi? Et à l'écoute de quoi? Qu'est-ce que tu attends de moi, mon Dieu? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qui suis-je? D'accord? Or, tu es vraiment la source même de mon être. C'est toi. D'accord? Donc, quand je vais vers mes amis, quand je suis vers ma femme, quand je suis vers mes amis du sport, du foot, etc., d'accord? C'est toujours toi qui es avec moi. D'accord? Et donc, quand je rentre et que je suis fatigué et que je dis « Ah, surtout ne me parle pas, etc. » Non, prends conscience aussi qu'elle a besoin de toi. Sois attentif aussi à ses propres besoins de ta femme. Et à ton ami aussi. Sois transparent. Dis-lui « Non, j'ai eu une journée épouvantable, fatigante, etc. » Mais ne joue pas. Sois toi-même en toute chose pour ne pas perdre ta cohérence. Si j'avais un message à te donner, c'est justement ça. C'est profondément d'avoir une vie intérieure. Parce que c'est ce que, dans la Bible, il est dit, la chambre haute. Être dans sa chambre haute, c'est-à-dire être en soi. Et en soi, comme ça, et les musulmans sont appelés à prier 5 fois par jour. 5 fois par jour, c'est le retour dans la chambre haute. On coupe tout, on éteint tout, on se pose, d'accord? On est en présence de Dieu et en même temps, on est en présence de soi-même, dans cette transparence. Et ça, c'est un moteur pour continuer et donner de la cohérence à sa vie. Vous avez, je citerai très peu de passages parce que je veux vraiment que les personnes qui, entendant votre témoignage, lisent le livre. C'est un moment émouvant, effectivement. Je pense que c'est un des premiers voyages en Syrie où vous êtes réveillé par l'appel à la prière, par le muezzin, et du coup, effectivement, comme une espèce de mimétisme, d'évidence, vous faites, effectivement, vous vous associez à ces moments comme ça de prière, d'échange. Oui. Et Fous Raphaël Pitti, il est au milieu de musulmans qui font la prière à 4h du matin. Oui. Et puis en même temps, j'ai appris à prier aussi, et je continue à prier tous les jours, entre 4h et 5h du matin. Je continue à prier. Et sachez aussi que dans les monastères, depuis longtemps, les moines se lèvent tous les matins à l'aube pour prier. Et les moines font 7 prières par jour dans les monastères. Nous ne sommes pas loin. Chrétiens et musulmans, nous sommes tous fils du livre. Et donc, il est appelé à prier constamment. Il est bon, bien sûr, d'avoir des moments, mais
dans les instants présents, quand les choses font, savoir prier constamment, quelque part. Vous êtes un homme universel, en fait, finalement. C'est comme ça que je me sens. Oui, je me sens comme ça. Je suis antinationaliste, ça c'est clair. Je suis patriote, bien entendu. Je dois beaucoup à la France. Bien évidemment, c'est là où je me nourris, c'est elle qui me protège, elle me défend, elle permet à mes enfants, etc. Donc je suis patriote, c'est le lieu de mes pères, de ma patrie, au sens. Hein. L'Algérie y prend part aussi. Mais donc je suis patriote. Bien évidemment, ma culture est une culture française, même si je l'ai acquise en Algérie. Cette culture française, je ne l'ai pas acquise en France. Au lycée français d'Oran, c'est là où je l'ai acquise. Et pour beaucoup d'Algériens, ils sont de culture française. Oui. Ils sont, qu'on le veuille ou pas, ils sont pour la grande partie de culture française. Le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, etc. C'est bien pour ça que les Algériens sont si susceptibles, au fond. Hein, et à quoi susceptibles ? Oui. Ah non. Ils sont à la fois sur la notion même de liberté, au fond, et ils sont du XVIIIe siècle, en même temps. Hein, séparons bien les choses. Hein, séparons bien les choses. Oui, bien sûr. Et on voit parmi les intellectuels algériens combien ils ont été formés là, dans cet esprit. On revient un peu plus à votre livre. La couverture vous montre le visage jovial, le regard un peu perdu, ce côté un peu que j'appellerais ange. Et en fait, quand on vous lit, moi je me pose la question, est-ce que vous êtes réellement un ange ou vous avez une part de démon dans votre... Parce que quand on vous connaît un petit peu, qu'on vous découvre, finalement, vous n'êtes pas très commode. Il ne faut pas venir vous casser les pieds, il ne faut pas venir vous... voilà. Oui, mais c'est exact. Je pense que... c'est toute la cohérence un peu de soi en même temps. Je peux comprendre les gens, je peux les écouter, je peux accepter leur façon de voir, d'accord ? Mais je ne suis pas prêt pour autant à me perdre. Je ne suis pas dans le compromis. Enfin, je peux être dans le compromis en vue d'une action, d'accord ? Mais je ne suis pas... J'ai une sorte de cohérence. On dirait même, de manière plus triviale, que vous avez du caractère et que certains qui s'y sont frottés le regrettent, à mon avis, encore amèrement. Il y a quelques petites anecdotes comme ça, on peut se dire... Oui, j'ai essayé d'être transparent maintenant et d'expliquer un peu les choses. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas venir. Quand je disais ange ou démon, ma question était là, c'est qu'effectivement, on aurait tendance à croire que, sous vos traits comme ça, et vous êtes quelqu'un d'agréable, d'avenant et tout, on pourrait vous faire avaler des couleuvres, et c'est pas le cas. Non, c'est pas. Mais ça tient justement, je pense, hein, Samia, je le dis comme ça, ça tient certainement au fait que de ma cohérence, de la cohérence. Je ne vais pas, vous ne ferez pas de moi quelqu'un de velléitaire, parce que ça pourrait m'arranger, parce que j'y trouverais un intérêt par des bénéfices. Je suis ce que je suis. D'accord ? Et donc, d'une certaine manière, c'est comme ça. Dans la vie, je me comporte comme je le suis intérieurement. C'est ce que je disais. Autrement, je serais démultiplié. Hein ? Je ne suis pas intéressé par l'argent, je ne suis pas intéressé par le pouvoir, je ne suis pas intéressé par, etc. Ce qui est le moteur de mon action, c'est justement qui est en moi. C'est-à-dire, au fond, Dieu. Et c'est lui le moteur de mon action. Le monde musulman, je vous dis, ne m'est pas inconnu. Ce qui est demandé à un musulman, c'est justement ça. C'est-à-dire l'autre en face, la charité vers l'autre, la compassion vers l'autre. Ça a de l'importance pour moi. Défendre celui qui est vulnérable. En tant que chrétien, comme pour un musulman, ça c'est important pour moi. Mais ne comptez pas sur moi pour aller taper sur un autre, etc. Non, la dignité de l'autre. Défendre la dignité de l'autre, comme si c'était pour moi. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Deux commandements les plus importants. Ils sont vraiment importants pour une vie et donner sens à une vie. 1. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu l'aimeras de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme. Deuxième chose, aime l'autre comme ton frère. Il n'y a pas d'autre commandement plus important. Vous pourriez y mettre, ils sont les deux plus importants.
L'autre est donc comme un frère pour moi. Ce que je veux pour lui, je le veux pour moi. Donc, j'avance dans la vie avec ça. J'avance. En début d'interview, tout à l'heure, j'avais commencé par vous demander comment peut-on vous présenter. À ce moment de l'interview, s'il fallait présenter le professeur Raphaël Pitti, même pas le médecin, c'est quoi? C'est l'homme politique, le médecin, l'homme tout court, l'homme d'engagement? Oui, alors l'homme tout court. Et pour moi, la foi n'est pas une identité. La foi n'est pas une identité. Je ne dis pas je suis chrétien, je suis musulman, etc. On voit les extrêmes Voilà, dans lesquels on voilà. tombe. Et du même coup, la foi n'est pas une identité. La foi est un engagement. Et essentiellement un engagement. Si je dis je crois en Dieu et l'autre est comme un frère pour moi, alors quoi? Ça m'oblige à quoi? À l'engagement. Donc il ne peut pas y avoir quelqu'un qui croit et qui ne s'engage pas en même temps. L'engagement vient de la foi. C'est une obligation. Vous ne serez pas jugé sur votre foi, mais sur vos œuvres, sur vos actes. Vous êtes d'accord? Et nous le partageons, ça. Ça veut dire quoi? Que le jour venu, nous serons jugés sur nos actes, pas sur notre foi. Pas sur notre foi. Parce que je peux aller à la Mecque, et même 10 fois dans ma vie, d'accord? Bravo, mais c'est pas ça qui comptera. C'est pas le fait d'aller à la Mecque, c'est savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie tous les jours. Alors, que tu aies des choses à te reprocher, vas-y. Vas-y, oui. Vas-y. C'est pour ça que je suis pas... Vas-y. Mais cependant, d'accord, ce qui va compter, c'est effectivement si le pauvre qui est en bas de chez toi, tous les matins, tu lui donnes un coup de pied parce qu'il est devant ta porte et qu'il te gêne pour passer, d'accord, ça pose un problème. Ça pose un problème. D'accord? Parce qu'il risque de te salir ta belle robe blanche, d'accord? Parce qu'il est sale. Et ça pose un problème. Nous serons jugés sur nos actes. Donc il ne peut pas y avoir un croyant qui ne soit pas engagé. Vous assumez tous vos engagements? Je vais poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des engagements que vous regrettez éventuellement? J'ai toujours essayé d'être en cohérence. Et donc mes engagements ont toujours été dans ce sens-là. Aujourd'hui, je suis conseiller municipal de la ville de Metz. C'est pas moi, là aussi, c'est le maire qui est venu me chercher, bien évidemment. Il est venu me chercher et j'ai dit oui parce que en 2013, je suis allé le voir après être revenu de Syrie et les Syriens étaient vraiment déprimés en disant personne ne viendra nous aider, on nous a abandonnés et on nous laisse. Et moi de leur dire mais vous savez, les politiques peut-être ne trouvent pas de solution, mais ne croyez pas que le citoyen ne soit pas sensible au drame que vit le peuple syrien. Ne croyez pas ça. Moi, je le vois permanent, ça se voit sur les réseaux sociaux, mais il faut que ça s'arrête. Mais quand ça s'arrêtera? C'est inacceptable. Et toutes ces images de gens qui sont morts, etc., c'est inacceptable. En plus, qu'on voit pratiquement plus, qui sont devenus presque une espèce de normalité. C'est ça. Et les gens de dire, mais on n'en peut plus de voir ça. Donc les gens étaient sensibles à la souffrance. Comment montrer que le citoyen est sensible à la souffrance du peuple syrien et que ce sont nos politiques qui sont dans l'incapacité de trouver des solutions, de s'engager véritablement, de prendre des risques. Mais le citoyen, lui, s'interroge toujours, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, quand je suis rentré, je suis allé voir le maire de Metz et j'ai dit, accepteriez-vous que la ville de Metz signe une charte d'amitié avec la ville d'Alep? Pour montrer qu'au-delà des frontières, au-delà des kilomètres qui nous séparent, il peut avoir un lien d'amitié entre la ville de Metz et la ville d'Alep et son comité civil d'Alep. Et le maire a dit oui. Nous en avons fait une charte. La charte a été soumise au ministère des Affaires étrangères qui l'a validée. Elle a été votée en conseil municipal. C'est une charte d'amitié, de soutien. Au même temps, à l'époque, nous avons envoyé des containers. Tous les ans, nous avons fait venir le comité civil d'Alep. Nous avons envoyé de l'argent, etc. Tout ça pour bien montrer. Mon idée, au même temps, un peu naïve, c'était de dire mais ce serait magnifique si toutes les villes de France faisaient la même chose avec une ville de Syrie. Ce serait magnifique si tous les villages de France faisaient la même chose. Et pourquoi pas les villes européennes? Pourquoi pas les autres villes? Pour montrer que les peuples, eux, sont solidaires. Ce sont les politiques. Et d'une certaine manière, influencer sur les politiques en disant « Regardez ce mouvement ». Strasbourg y a réfléchi à un moment donné, la région Île-de-France y a pensé, Lyon y a pensé, mais personne n'a été jusqu'au bout. Quand en 2014,
le maire est venu me demander d'être sur sa liste, je ne pouvais pas refuser dans la mesure où il avait accepté spontanément ça. Donc j'ai dit oui. Mais en même temps, il fallait qu'il y ait de la cohérence dans cette action, si je rentrais sur sa liste. Et donc il m'a donné, la délégation qu'il m'a donnée, c'est la prise en charge des urgences sanitaires et sociales. Donc ça avait pour moi du sens, puisque j'étais dans le sanitaire et social et de l'urgence. Et donc j'ai à m'occuper ici à Metz des demandeurs d'asile, et nous sommes une des villes qui en reçoit le plus, 5 à 7 000 par an de demandeurs d'asile, de réfugiés. Je m'occupe aussi des SDF, je m'occupe aussi des Roms, enfin tous ceux qui sont dans la grande précarité. Donc vous voyez, je reste dans la cohérence de l'action. Donc je suis rentré dans la cohérence en politique à travers ça, mais pour être dans la cohérence de l'action. L'humanitaire ne s'arrête pas aux frontières de la France. L'humanitaire, le frère, c'est aussi celui qui est en bas de chez moi. Exactement. Et en bas de chez moi. Je ne peux pas dire, je vais en Syrie m'occuper des Syriens, d'accord. Et tu ne peux pas voir celui qui est en bas de chez soi. Ouais. Et celui qui est en bas de chez moi, il fallait qu'il y ait une cohérence. Là, j'avais une cohérence. Votre engagement politique n'a d'intérêt que si, effectivement, il y a une réponse sur le terrain, à tel point qu'effectivement, l'engagement politique va à point qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de ça, vous rendez carrément votre décoration, c'est un geste, votre Légion d'honneur, c'est un geste fort quand même. C'est sur un coup de tête ou c'est un acte réfléchi et citoyen? Oui, parce que j'ai été profondément déçu de l'attitude d'Emmanuel Macron. Et vous avez été entendu là-dessus? Ça a été suivi de... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. J'avais déjà la Légion d'honneur. J'étais déjà chevalier de la Légion d'honneur. En juillet 2017, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron m'a nommé officier de la Légion d'honneur. J'ai accepté cela. Mais il y avait pour moi déjà une démarche pro-Macron. Avant les élections, j'avais été parmi les premiers, ici à Metz en tous les cas, à dire que je soutenais le président Macron. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait un discours vis-à-vis des demandeurs d'asile qui était un discours humaniste. C'est lui qui avait dit Madame Merkel a sauvé l'honneur de l'Europe. L'honneur de l'Europe. Il avait un discours inédit surtout? Oui, par rapport à ce que j'avais connu avec Sarkozy, ce que j'avais connu avec Hollande. C'était différent, le discours était différent. La France prendra sa part, et toute sa part, d'accord, dans la dignité et la fermeté. Je comprenais fermeté au sens de la sécurité des demandeurs d'asile qui rentraient en France, bien évidemment, nous avions les attentats, etc. Mais la dignité. Or, confrontés au terrain ici à Metz, ce n'était pas dans la dignité que nous recevions les demandeurs d'asile. Ils étaient parqués dans un parking, il y avait énormément de gens, des enfants, des femmes, et les conditions de salubrité, c'était ce qu'on appelait le camp de Blida, c'était à l'équivalent de la jungle de Calais, c'était vraiment à l'équivalent de la jungle de Calais, pas d'eau, pas de sanitaire, etc. Les citoyens mobilisés, généreux, allaient donner des tentes, allaient donner de l'eau, allaient donner, etc. tous les jours. Moi, de me battre au niveau de la mairie pour qu'on puisse leur mettre des toilettes à disposition et de l'eau. Tout ça faisait que j'étais en situation de tension, même avec le maire, à un moment donné, en disant, écoute, puisque l'urgence sanitaire et sociale, je ne suis pas en mesure, justement, de la défendre vis-à-vis de cette population, je te rends ma délégation, je démissionne, le maire ne voulait pas, ils ont eu de l'eau, ils ont eu des sanitaires, mais pas en nombre suffisant. Donc il y avait cette situation. Et la préfecture de me renvoyer toujours à la paille d'air, si on leur donne de l'eau, si on leur donne des toilettes, ils vont venir en masse, enfin c'est scandaleux. Il y avait cette situation-là. Et puis Macron arrive et dit « Non, non, ce sera dans la dignité, en même temps que nous les accueillerons ». Donc j'ai soutenu Macron. Et puis, au mois de juillet, il me donne la Légion d'honneur. Alors, je suis allé voir les conseillers de Macron avant les élections et après les élections. Et j'ai proposé, après les élections, la mise en place d'un secrétariat d'État aux demandeurs d'asile et à l'intégration, en disant, vous ne pouvez pas laisser... D'abord, il faut construire une politique d'accueil. Quelle est la politique que vous voulez? Vous dites, il faut être clair. Quelle est votre politique là-dessus? Vous n'avez pas de politique. Enfin, jusqu'à présent, il n'y en a pas. Donc, il faut construire une politique là-dessus. Une fois qu'on l'a construite, cette politique, il faut la porter. Et il faut la porter politiquement. Or, vous ne pouvez pas laisser des demandeurs d'asile et l'intégration entre les mains du ministre de l'Intérieur. Parce que lui, sa mission principale, c'est la sécurité.
Donc vous ne pouvez pas laisser celui qui est en charge de la sécurité s'occuper de manière humaniste des demandeurs d'asile, d'accord, et pour leur intégration. Ça n'a pas de sens. Donc il faut créer un secrétariat d'État propre, rattaché au ministre de l'Intérieur, puisqu'il y a le problème de la sécurité, d'accord, mais autonome, indépendant, mettant en place une politique d'accueil des demandeurs d'asile. C'est ce que j'ai défendu. Et j'ai même fait une proposition écrite que je suis allé défendre auprès des conseillers d'Emmanuel Macron. Durant l'été, août, etc., les rapports avec la préfecture se sont améliorés. Nous avons réussi à leur donner des toilettes, nous avons réussi à leur donner des douches. Ils avaient des cuisines aussi. Nous avions fait un véritable camp avec une zone jour et une zone nuit. Les enfants avaient été scolarisés. Il y avait une association qui avait été réquisitionnée à Doma pour gérer le camp. Et il y avait des vigiles qui avaient été pris pour sécuriser aussi le camp. Donc là, les rapports que j'avais s'étaient améliorés. Rien à dire. Au fond, j'attendais maintenant de voir les choses venir. Tellement, au mois de décembre, voilà que le ministre de l'Intérieur réunit toutes les associations de solidarité à Paris, toutes, et leur demande de recenser toutes les personnes en situation irrégulière qui étaient à l'intérieur des centres d'hébergement. Et les associations l'ont mal pris, bien évidemment. Les associations qui assurent l'hébergement des personnes en situation de précarité, elles ne vont pas chercher à dénoncer celles qui sont en situation régulière de celles qui sont en situation irrégulière. Ce n'est pas leur mission. Donc au bout de 30 minutes, elles sont parties. Elles ont quitté la pièce. N'empêche et ont dénoncé cette attitude qui était demandée par le gouvernement et en particulier par Gérard Collomb. Le 12 décembre, Gérard Collomb persiste et signe dans une circulaire, d'accord, dans laquelle il met en place une brigade chargée de recenser les personnes en situation irrégulière de manière à les faire partir. Deuxièmement, il met en place le délit de solidarité. Tout Français qui est surpris à aider, etc., est considéré comme un passeur. D'accord. Heureusement, voilà, oui, ce délit est tombé. Voilà. Ouais. Et troisièmement, il dit tous les demandeurs d'asile n'ont pas vocation à demander l'asile. La demande d'asile est inconditionnelle et individuelle. Donc vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui vient du Sénégal, quelqu'un qui vient d'Égypte, etc., venant d'un pays sûr, celui-ci n'a pas vocation à venir demander l'asile. C'est faux, c'est complètement faux. La demande d'asile est inconditionnelle. D'accord ? Il suffit que quelqu'un se sente discriminé dans son pays. Si vous prenez un homosexuel en Égypte, quand on sait comment les Égyptiens traitent les homosexuels, on peut très bien comprendre que celui qui est homosexuel puisse venir en France. Alors vous lui interdisez de venir ? Sous prétexte qu'il vient d'un pays soi-disant sûr. D'autant plus qu'apparemment, en interrogeant un peu les réfugiés, certains n'ont pas vocation à rester en France. Bien évidemment, bien évidemment. Donc il n'est pas possible de dire que le gouvernement s'arroge le droit de filtrer à la frontière ceux qui peuvent venir demander l'asile et ceux qui ne peuvent pas. C'est contraire aux accords internationaux. Toute personne a le droit de venir. C'est l'OFPRA ensuite qui décide si elle peut ou elle ne peut pas rester. Mais ce n'est pas au gouvernement de décider à l'avance de qui a le droit et qui n'a pas le droit. Oui, mais vous êtes d'accord, Raphaël, que sont venus se greffer... Alors, il y avait eu les précédents avec un certain nombre d'attentats fomentés en France où on évoquait le fait que certains terroristes s'étaient glissés dans les rangs, étaient arrivés dans le groupe des réfugiés. Donc on a mis en avant, on a brandi cette menace terroriste pour du coup justifier de... Comme vous l'avez dit, pour justifier, d'accord, mais il n'y avait pas de raison. Pour justifier. Mais bien sûr, nous avons à faire du renseignement, nous avons à mettre en place des interrogatoires de toutes les personnes qui demandent, etc. Mais vous ne pouvez pas leur empêcher de demander l'asile. À nous de surveiller, à nous de savoir d'où ils viennent, etc. Mais ça n'empêche que c'est deux choses différentes. Qu'il y en ait parmi les demandeurs d'asile des gens qui profitent pour rentrer à l'intérieur de notre pays et éventuellement commettre des attentats, ça je peux le comprendre. Et nous avons à protéger la population française de ce risque-là. Mais ça relève du ministère de l'Intérieur et pas de la demande d'asile. A priori, vous ne faites pas un procès d'intention à tous les demandeurs d'asile. Où on va à ce moment-là. Donc, ensuite, on différencie deux catégories. On vous dit, il y a les réfugiés, c'est-à-dire ceux qui viennent des zones de guerre, et il y a les migrants, c'est-à-dire ceux qui sont des migrants économiques. C'est faux. Tous sont migrants.
tous. On peut être appelés, vous et moi, un jour à devenir ces familles migrantes. Bien sûr, tous sont migrants. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui viennent des pays en guerre, vous voulez les protéger de la mort liée au fait des violences du combat. Et ceux qui viennent de pays qui sont complètement déshérités, qui subissent une pauvreté extrême, et comme les zones du Sahel en particulier depuis 10 ans, avec beaucoup de violence, où il y a une famine, etc., ceux-là, vous ne voulez pas les prendre, ils peuvent mourir de faim, d'accord, mais chez eux. D'accord. Les autres peuvent mourir des bombardements, ceux-là, vous les protégez. Et ceux qui risquent de mourir de faim, vous ne voulez pas les voir. Mais où est l'humanité là-dedans? Où est l'humanité? Et notre pays est un pays défenseur des droits de l'homme, et notre pays est un pays du droit d'asile. Il est fondamentalement, c'est notre honneur que cela soit respecté. Donc, dès lors... Ça a participé du coup à... Tout ça a participé au fait que l'on ne pouvait pas me mettre à l'honneur, d'accord, pour ce que je pouvais avoir fait en Syrie, d'accord, et de voir ce qui se passait dans mon propre pays, ce qui n'était pas l'honneur de la France. Considérant que ce gouvernement n'était pas à la hauteur, d'accord, des ambitions de notre pays et des valeurs que veut porter notre pays, je lui ai rendu sa Légion d'honneur, puisqu'il s'agissait bien d'officier de la Légion d'honneur. Et on parlait d'honneur. Donc, je n'en voulais pas. Pas pour l'instant. Peut-être plus tard. On est revenu vers vous, non? On est revenu vers vous, bien sûr, les conseillers, en me disant, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, c'est un acte fort, etc. Je dis, ben oui. N'empêche que je suis venu vous voir avant les élections et après les élections. Est-ce que vous êtes d'accord de venir nous voir de nouveau? Oui. Et moi, de leur dire tout ça, et de leur dire, vous aviez dit que vous mettriez en place un secrétariat d'État à l'accueil et à l'intégration, de manière à mettre en place une vraie politique. Vous ne l'avez pas fait. Alors, un des conseillers se tourne vers l'autre et lui dit, mais oui, c'est vrai, mais non, on n'avait pas dit un conseiller d'État, mais un chargé de mission. En tout cas, ni l'un ni l'autre, aucun Oui, des alors, postes. et pourquoi, alors l'un des conseillers dit à l'autre, mais pourquoi on ne l'a pas mis en place? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez participé, enfin, oui, voilà, c'était ça. Un certain malaise en voilà, tout cas. Ouais. Donc ils me disent, écoutez, écrivez au président de la République et soyez factuel. Donc j'ai écrit au président de la République et j'ai été factuel. Et il a mis en place ce chargé de mission. D'accord? Le problème de ce chargé de mission, c'est un préfet rattaché au ministre de l'Intérieur. Et deuxièmement, on lui a enlevé les demandeurs d'asile. Il ne s'occupe que des statutaires, c'est-à-dire ceux qui ont déjà obtenu le droit d'asile. Les demandeurs d'asile restent entre les mains du ministre de l'Intérieur. Or, le problème, ce n'est pas les statutaires. Le problème, c'est bien les demandeurs d'asile. Et donc, Collomb a gardé les demandeurs d'asile. Ce préfet, ce qui s'appelle Régnier, d'accord, existe bien, personne ne le connaît, et on ne sait pas ce qu'il fait. Mais il existe bien, ils l'ont bien mis en place. Et donc, tout ça faisait que, au fond, ce gouvernement, et puis la suite maintenant, regardez un peu la situation. La loi est répressive, la loi qui a été faite est une loi répressive, et deuxièmement, ce qui ne fait pas non plus honneur à la France, et d'un autre côté, ce que je considère, c'est qu'elle favorise en même temps la position de la France vis-à-vis des demandeurs d'asile, une position répressive, puisqu'elle empêche, etc., consolide les populistes dans les autres pays. J'allais évoquer la question, je voulais avoir votre avis sur l'attitude de l'Italie. Ben oui, elle les consolide. Regardez la France. Elle aussi, elle empêche les autres de venir. D'accord? Voilà ce qui se dit. Merkel, qui aurait eu besoin de l'appui de Macron vis-à-vis de son opposition, la position de la France, répressive vis-à-vis des demandeurs d'asile, eh bien, conforte l'opposition de Mme Merkel et l'isole complètement. Or, nous avons besoin de Mme Merkel pour reconstruire l'Europe. D'accord? Vis-à-vis de quelqu'un qui a été d'une grande générosité. Eh bien, ce n'est pas ce que fait la France. Elle isole complètement, Mme Merkel. Et quand on a vu passer l'Aquarius tout le long des côtes françaises, ce qui est scandaleux, tout en faisant une leçon aux Italiens, et on laisse passer un bateau pour aller à Valence, alors qu'il aurait pu s'arrêter dans le port militaire de Toulon, d'accord? On a laissé passer 5 jours de navigation, alors qu'au bout d'un jour, ils auraient pu être à Toulon. On a laissé passer. Ça ne fait pas l'honneur de la France. Pas du tout. Et donc, je peux encore me dire qu'il y a des choses à combattre.
J'ai été à Lampedusa 3 fois. Et donc j'ai vu arriver ces bateaux avec ces gens et les conditions de vie. Et j'ai vu les morts sur les plages, des noyés que la mer rendait sur la plage. J'ai vu les bateaux arriver avec les morts à l'intérieur des caves. J'ai vu tout ça. Alors on s'est apitoyé sur la photo du petit gamin, etc. Mais quoi, et après il n'y a rien. Après il n'y a rien. Donc je ne peux pas... L'Europe est en train de se fermer sur elle-même. Elle facilite en même temps la montée des populistes, de plus en plus. Ils utilisent, d'ailleurs, si vous regardez bien, une rhétorique qui est celle qu'on avait du temps des nazis. D'accord ? J'avais ce parallèle-là. Bien sûr, bien évidemment, il faut défendre la race aryenne, il faut descendre le christianisme parce qu'on est envahi par les musulmans, etc. Tout ça, c'est une rhétorique ancienne et connue. En vérité, parce que les populistes s'appuient là-dessus, bien évidemment, pour prendre le pouvoir. Car le but, c'est bien la prise du pouvoir. Si vous regardez bien les chiffres, il y a, mettons de côté la crise syrienne, qui est un épiphénomène, dirons-nous, entre guillemets, d'accord, qui entraîne ces millions de personnes qui sont déplacées. Concentrons-nous sur le mouvement migratoire qui est en cours. Qui est un phénomène normal, qui n'a pas de... Exactement, et qui n'a pas augmenté d'une manière si importante que ça. Ce ne sont pas des hordes. Oui. Et puis on rappellera que vous et moi, on est issus de ces mouvements migratoires. Bien sûr. Donc ce mouvement migratoire, enlever la crise syrienne avec l'Irak, etc., dont l'Occident a sa part de responsabilité. Dans ce qui est là. Regardez la crise migratoire, le mouvement migratoire qui est en place. Sur les 10 dernières années, il n'a pas augmenté d'une manière importante. Ce ne sont pas des hordes de migrants qui arrivent, etc. Ce ne sont pas des hordes. Il y a un épiphénomène, les réfugiés qui viennent des zones de guerre. Alors ça, il faut effectivement trouver une solution. Une partie de la solution a été trouvée par Mme Merkel, qui a consisté dans un premier temps à les accueillir parce qu'il y avait urgence à les accueillir, trouver à les laisser en Turquie, payer la Turquie pour qu'ils puissent rester au plus près de chez eux et fassent qu'ils rentrent de nouveau après dans leur pays, etc. Et nous participons à l'aide que nous pouvons apporter à la Turquie, en Jordanie, etc. Oui, on peut faire ça, on peut imaginer ça. N'empêche que on fait de cette situation migratoire un véritable danger, mais les populistes l'utilisent pour arriver au pouvoir. Et tout le monde est comme Trump. Je pensais comme Trump. Et nos politiques rentrent dans ce jeu-là et se font manipuler par les populistes. Ils se font manipuler. L'insécurité, on est envahi, voilà, etc. Moi, je me souviens très bien, en 2011, Marine Le Pen, venir à Lampedusa quand il y avait eu la révolution tunisienne et que les jeunes arrivaient à Lampedusa, venir à Lampedusa, d'accord, et dire il faut arrêter ces hordes qui nous envahissent. Il y avait une grande photo de Marine Le Pen, les bras étendus, pour dire il faut les empêcher d'avancer. Les populistes utilisent cela et en font une crise politique, d'accord, européenne pour arriver au pouvoir. Ce que vous êtes sur le terrain, Raphaël, vous savez très bien que les réfugiés qui sont ici ont vocation, quand ils le peuvent, à retourner dans leur pays d'origine. C'est pas des gens qui... Bien évidemment. Et puis la richesse qu'ils apportent aussi, le renouvellement qu'ils apportent aussi. Je peux même vous raconter, Joubran, 2 médecins, et donc en particulier le docteur Joubran, et je parle dans mon livre que j'ai fait venir en France, là, et qui n'a pas pu repartir. Le docteur Joubran a acquis sur le plan de la chirurgie traumatique, en tous les cas, pendant les 5 années où il était seul, jeune médecin, jeune interne de chirurgie vasculaire et travaillant comme spécialiste, a acquis un tel niveau d'expérimentation qu'il y a de cela quelques semaines, à Thionville, il était de garde, et il y a eu une jeune femme qui a eu un examen par cilioscopie. Malheureusement, l'opérateur a perforé la veine rénale. Il y avait une hémorragie interne, il fallait l'opérer immédiatement. Le chef de service de Joubran n'était pas là. Celui qui le couvrait se trouvait à Mercy, c'est-à-dire à 40 km de Thionville. Il fallait l'opérer immédiatement. Joubran a appelé son médecin qui le couvrait, en lui disant, l'autre lui a dit, tu ouvres et tu ligatures immédiatement la veine rénale, d'accord, pour arrêter l'hémorragie. Joubran a ouvert, bien évidemment, quand il a vu la veine, etc., et comme il avait l'habitude de le faire, il a réparé la veine, au lieu de la ligaturer. Parce que ligaturer la veine rénale, c'était enlever le rein, après. C'était condamner cette femme à perdre un rein. Il a réparé la veine rénale.
je dis, Joubran a 1 an et demi de formation en chirurgie vasculaire, mais il a travaillé seul pendant des années comme chirurgien traumatique vasculaire. Il a donc réparé la veine rénale. 4 jours après, cette femme repartait de l'hôpital avec son rein. Il avait sauvé la malade et il avait sauvé le rein de la malade. Alors, si on peut dire que les gens qui viennent ici viennent manger le pain des Français, etc., ils apportent quand même beaucoup. Ils apportent quand même beaucoup. Ces jours-ci, professeur Carli a remis à la ministre de la Santé, à Madame Buzyn, un rapport. Donc, professeur Carli, qui est président du Conseil national de l'urgence hospitalière, il s'est fait aider de François Pons, c'est ça, qui est ancien directeur de l'école du Val-de-Grâce. Ils ont rendu à Madame Buzyn un rapport de 220 pages sur les agressions collectives par rapport aux armes de guerre, suite aux enseignements des attentats de novembre 2015. Et le constat est que peu de médecins connaissent les gestes à faire face à des blessures de guerre. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Vous l'avez crié haut et fort. Bien entendu, au point que quand je suis allé en Syrie la première fois, c'est bien ce que j'ai constaté pour mes collègues syriens. C'est-à-dire que la guerre étant une guerre urbaine, une guerre donc, où les hôpitaux syriens étaient directement confrontés aux afflux massifs de victimes, etc. Et ils étaient complètement démunis parce qu'ils ne savaient pas faire. Il y a, et je suis professeur de médecine d'urgence et de médecine de catastrophe, spécialisé plutôt vers la catastrophe de guerre, si vous voulez, quelque part. Et bien, force est de bien de constater qu'il y a des choses à savoir. Sinon, vous vous êtes confronté à une situation qui vous dépasse complètement et vous ne savez pas très bien comment organiser. Au même temps, vous recevez 30, 40, 50 personnes et avec des situations très variées, de la simple entorse par hasard de la guerre, et puis au même temps à celui qui est en train de mourir par hémorragie, traumatisme, fracas du thorax ou autre chose comme ça, qui est le polypathologie, polyblessé, polytraumatisé. Et donc il y a lieu d'avoir une organisation qui vous permet d'assumer cette prise en charge pour essayer de sauver non pas tout le monde, mais de sauver le maximum de personnes. Et en sachant au même temps de quoi dispose votre structure, et donc de vous adapter en permanence à est-ce que vous avez un chirurgien ou 10 chirurgiens? Est-ce que vous avez une banque de sang ou pas de banque de sang? Est-ce que vous avez du personnel ou pas de personnel? Est-ce que vous pouvez évacuer ou pas évacuer? Vous voyez que vous êtes devant une situation qui tient compte au même temps de la structure elle-même, des moyens dont vous disposez pour essayer de sauver ces personnes-là. Tout ça ne s'invente pas. Tout ça ne s'invente pas. Le triage ne s'invente pas non plus. Et il y a des gens que vous allez laisser mourir parce que les lésions sont telles, ou alors parce que, à la fois les lésions sont telles que quoi que vous fassiez, elles vont mourir, d'accord, parce que vous n'avez pas de réanimation derrière, vous n'avez pas, etc. Tout ça ne s'invente pas, tout ça nécessite un apprentissage. Et ce ne sont pas des notions du siècle, du XXe siècle? Ce sont des notions qui ont été sorties. Oui, de certaine manière, on peut considérer que ce sont des notions du XXe siècle. Oui. Elles ont été élaborées au fur et à mesure des conflits, bien évidemment. On est en Lorraine, donc en plus. Bien évidemment, 14-18 a été un moment très important, ne serait-ce que pour le triage en particulier, pour donner les règles du triage. Ensuite, il y a eu maintenant la transfusion de sang aussi. Il y a un certain nombre de choses qui sont apparues là. Puis ensuite, il y a eu les autres guerres avec la réanimation, la sédation, etc. La guerre d'Algérie en particulier, avec l'hélicoptère, la place de l'hélicoptère dans l'évacuation sanitaire. On ne faisait pas auparavant. Chaque guerre, au fond, a amené en même temps pour les médecins une adaptation à une situation qui était de cette nature-là. Puis ensuite, vous avez eu les attentats, bien évidemment. Et après, vous avez eu aussi les grands carambolages sur la route des vacances durant l'été. D'accord, quand il y a eu sur la Nationale 7, etc. Et il a fallu créer en même temps en France les SAMU. D'accord, c'est-à-dire aller chercher les blessés pour les ramener. Donc tout ça, c'est vraiment une histoire qui est née de la guerre, d'une certaine manière, des conflits, des situations de catastrophe, etc. Il y a nécessité de former ce qu'on a oublié, pour beaucoup, dans les hôpitaux français, de former. On ne s'intéresse à la catastrophe quand elle est là. Et après, on l'oublie. Parce qu'on se dit, on est trop pris par le présent, par les problématiques d'urgence, etc. On n'a pas le temps. Parce que ça reste un épiphénomène. Ça reste un épiphénomène. Mais ça, c'est constant partout. On se dit, par exemple, je l'ai vu en Algérie. Bien évidemment, quand il y a eu l'accident de Skikda qui a fait 150 morts, etc., à ce moment-là, la Sonatrach s'est sentie dans la nécessité de revoir ses plans d'urgence, de se doter de moyens, etc. Très bien, je suis allé, j'ai formé le personnel, j'ai mis en place des équipes, j'ai expliqué, on a acheté du matériel, des postes de soins primaires, on a d'urgence, on a acheté des hôpitaux de campagne, etc., que la Sonatrach a. Mais après,
il faut continuer, il faut faire des exercices, au moins tous les 6 mois, pour être prêt le moment venu pour faire. Mais vous êtes tellement pris par votre quotidien, les gens qui partent en vacances, etc., et puis les gens qui sont mutés, si bien que vous perdez en même temps l'historique de ça. Et voilà. Et de ce fait, tout le matériel, par exemple, tous les personnels que j'ai pu former et qu'il fallait entretenir et tout, rien ne dit que c'est pas dans un placard, tout ça, sous clé, et que ça ne bouge pas. Voilà. En Syrie, vous vous êtes senti vraiment utile? En Syrie, c'était ça. C'était de voir... dans cette optique-là ou pas? Au début, non. Au début, non. Après, c'est de me rendre compte que je pouvais les aider comme ça, d'où le centre de formation que j'ai créé à Bab el Awa, et qui fonctionne maintenant. Qui fonctionne, à Arsal au Liban, en Jordanie, et puis maintenant, voilà, à Derig, dans le nord-est de la Syrie. Nous avons formé aujourd'hui 19 000 personnes en 6 ans. Vous étiez parti d'un constat triste qui était... Il faut former. Ouais. Il faut former. Si nous voulons sauver des vies, il faut commencer par former. La notion de ce que vous appelez, qu'on appelle damage control. Voilà, par exemple, sur le terrain, et ça commence très tôt le damage control, ça commence directement sur le terrain, parce que 50% des blessés meurent d'asphyxie ou d'hémorragie. Et donc, il faut savoir mettre en œuvre ces gestes de premier secours directement sur le terrain pour assurer le transport jusqu'à l'hôpital. Si l'hôpital est beaucoup trop loin, il faut mettre une structure intermédiaire pour assurer ce damage control dans la structure intermédiaire pour assurer ensuite le transport jusqu'à la structure hospitalière qui va assurer les soins après. Et cette notion de répartition des tâches, elle est au même temps fondamentale. Une organisation qui tient compte justement de ce qui est urgence absolue, de ce qui est urgence relative. Le chirurgien fait de la chirurgie de guerre, d'accord, c'est-à-dire justement du damage control et ne fait pas du traitement. On fera le traitement secondairement. Il faut savoir ouvrir un ventre, arrêter les hémorragies, ouvrir un thorax, arrêter l'hémorragie. On met des clans, on bourre éventuellement de tissus de champ pour écraser, faire une compression. On se laisse du temps au même temps avant de revoir. Tout ça, ça prend. Tout ça s'apprend, tout ça s'entretient, tout ça. Et ça se fait à la fois, dès lors que vous avez des structures qui sont bien organisées, tout ça se fait dans le silence. Dans l'efficacité, dans le silence, tout le monde sait ce qu'il a à faire. On vous devine, on vous connaît, on vous voit zen. Comment gardez-vous? Alors, vous avez évoqué cette notion de foi qui vous permettait d'accepter pas mal de choses, mais vous n'êtes jamais senti en danger? Est-ce que vous avez eu peur pour vous? Je sais que d'autres, vos proches ont eu peur pour vous, oui. Mais est-ce qu'à un moment où vous n'avez pas le temps d'avoir peur? Ou l'urgence est ailleurs? L'urgence est ailleurs, j'ai pas le temps d'avoir peur et puis j'ai confiance. Regardez, mes collègues syriens m'ont toujours protégé. Enfin, ils m'ont protégé pour autant que je le dis là-bas. Peut-être pas que vous deveniez même transparent. Ouais. Et donc, oui, je ne peux pas dire, j'ai confiance. J'ai confiance depuis cette nuit dans la guerre du Golfe. Voilà, depuis le moment dans la guerre du Golfe, j'ai confiance. La mort ne me fait... D'une certaine manière, je n'ai pas de problème vis-à-vis de la mort. J'ai pas de problème là. J'ai une foi, j'ai une telle foi dans l'idée, d'accord, qu'après ce sera meilleur que ce que je vis là, que ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer. Si Dieu veut me donner la vie parce qu'il pense que je suis encore utile, eh ben je suis utile, je suis là. S'il est temps de passer de l'autre côté, ça ne me pose pas de problème. Ça ne me pose pas de problème parce que je sais que ce sera meilleur. Donc vous n'avez pas peur de votre propre mort parce que c'est pour un ailleurs? Oui. La mort de vos proches, par contre, vous affecte plus cette distance? Oui, elle m'affecte plus au sens où elle va me manquer. En qualité de médecin, est-ce qu'on ne se sent pas face à la maladie, par exemple, un peu plus dépossédé, en tout cas? Pas vraiment sur le plan de... j'ai connu, oui. Ça me touche profondément parce que je ne l'aurais pas au téléphone. Et vous, à aucun moment vous vous êtes dit, le médecin que je suis aurait pu... je sauve des vies depuis des... Oui, bien entendu. Mais d'un autre côté, j'accepte les choses comme elles sont. Et j'accepte. Simplement, c'est vrai que la mort de quelqu'un qui fait partie de vous, de votre histoire, de vous-même, c'est une part de vous-même, c'est une part d'amour qui est en vous, etc., que vous portez à une personne et qui part. D'un autre côté, vous savez, un jour, j'ai rencontré un médecin pédiatre en Syrie. Et nous sommes allés le voir parce qu'il avait perdu son fils.
un jeune de 17 ans, photographe au même temps. Et donc, qui était parti sur la ville de Sarakeb, et il était parti le lendemain d'une attaque chimique sur la ville de Sarakeb. Et malheureusement, il y a eu une nouvelle bombe qui a été tirée, et le fils de 17 ans est mort. Ce médecin pédiatre, je suis allé le voir, avec d'autres, comme on fait dans le monde musulman, d'aller voir, d'aller visiter celui qui a perdu, etc., qui fait son deuil, là. Nous sommes allés le visiter. Et cet homme a dit, c'est dur pour nous, c'est dur pour sa mère, c'est dur pour ses frères et sœurs, c'est dur pour moi de l'avoir perdu, parce qu'il était important pour nous. Mais je suis tellement heureux qu'il soit auprès de Dieu. Alors, c'est tout le problème. Bien sûr que c'est dur pour celui qui reste, mais ce n'est pas dur pour celui qui est parti. Parce qu'on peut considérer qu'il est dans la lumière et dans le vrai bonheur. Pour nous, c'est la vie. Sachant que la vie terrestre n'est qu'un moment de passage. Ce n'est qu'un passage. Et vraiment, le temps, si on ne règle pas ce problème de la mort, on s'empêche de vivre. On s'empêche de vivre réellement le présent. Parce que vous êtes toujours avec la peur d'eux. Et cette peur-là vous limite dans vos capacités à agir. Dès lors que vous avez réglé le problème de la mort, d'accord, vous obtenez une liberté dans l'action qui fait que, qu'est-ce qui peut vous restreindre? Rien. Rien. Bien évidemment, rien ne peut me restreindre. Puisque ces choses-là ayant été réglées, je peux vivre ma vie complètement et totalement. Totalement. Mais il faut c'est pas le dire, il faut le vivre pour comprendre. Nous mettons tout seuls nos propres limites. Dans les commandos, quand j'étais dans le stage commando, ça je l'ai compris. Que les limites, c'est moi qui me les mettais. Lorsqu'on me demandait de courir 15 km, après ne pas avoir dormi, avec un sac à dos de 11 kg sur le dos, et que vous deviez courir, et qu'on vous tapait dessus pour vous dire tu cours, et vous vous dites mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais m'évanouir pour que ça s'arrête, je souffre, j'ai mal partout, etc. Et en fin de compte, vous arrivez au bout, et vous vous dites mais je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, on est son propre ennemi, en fait. Exactement, exactement. Nous nous mettons tout seuls nos limites. Nous créons nos propres problèmes. Tant de fois, les gens autour de moi disent « Ah ben non, de toute façon, ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, on pourra pas, etc. » Ben, si tu l'as pas fait, si tu n'ouvres pas la porte, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière. Et si tu te mets une porte et que tu la gardes fermée, comment veux-tu savoir? Comment veux-tu savoir? Constamment, les gens autour de vous le font. Constamment. Et moi de dire, mais vas-y, car de toute façon, si ça ne marche pas, tu refermes la porte et tu en ouvres une autre. C'est pas en soi. Tu auras essayé. Tu auras essayé. Explore les choses. Explore la vie. Explore-la de toutes les manières. L'échec n'est rien. Il t'apprend. L'échec n'est rien, il t'apprend. Alors, tu n'as pas réussi. Et alors? Tu sais... Ah oui, mais je vais me faire engueuler. Et alors? Et alors? Eh bien, tu sauras que c'est pas par là. C'est tout. Et alors? C'est ce que vous avez transmis à vos enfants? J'ai essayé de leur dire ouvrez-vous le champ des possibles. Ne vous limitez pas. Ouvrez-vous le champ des possibles. Ne vous restreignez pas par vous-même. Et combien des ah c'est pas possible, oh mais tu as vu la tête qu'il a, il est non j'ai peur avec lui, ça va pas marcher. Hein. Oui, mais ça repose sur rien. Ça repose sur rien. Ça repose sur rien. Et donc, combien de gens se restreignent leur vie et la menuisent, la rendent petite, l'enferment. Tout est possible. Tout est possible. Et quel regard aurait le petit Raphaël Pitti, le petit garçon d'Oran aujourd'hui, sur ce que vous êtes devenu? Ou inversement, qu'est-ce que le professeur en médecine que vous êtes devenu, l'homme d'engagement que vous êtes devenu, pourrait dire au petit garçon là, d'Oran? Alors, pour ceux qui connaissent Oran, à la rue de la Bastille, au numéro 16, en face un peu plus, il y a ce qu'on appelle le passage de l'Empire. Et à l'époque, ce passage permettait d'aller sur l'autre rue. C'est un passage de la rue de la Bastille à la rue de ce qu'on appelait à l'époque, c'est la rue de Ben Mehdi, je crois maintenant, Alsace-Lorraine à l'époque. Donc c'était un passage assez sombre d'ailleurs. Et puis dans ce passage, il y avait l'entrée
mais monumentale du cinéma Empire. Monumentale. Des grands escaliers qui montaient vers ce cinéma et qui étaient illuminés. Pour moi, enfant, c'était assez... Ça me subjuguait, hein, ce grand cinéma, ces grandes marches qui allaient... non. Et il y avait de part et d'autre de ces grandes marches un muret, une sorte de muret, sur lequel je m'asseyais, enfant. Là. Et je sentais en moi l'espérance, je ne sais pas, le fait que s'ouvrait en moi un espace qui me porterait au-delà de ce que j'étais. Voilà. Alors ça, je vous le confie. Enfant, je devais avoir 6 ans ou 7 ans, ce sentiment que j'étais porté à quelque chose qui me dépassait moi-même. Et quand je revenais quelquefois de l'école, et ça c'était après l'indépendance, je revenais du lycée pour rentrer chez moi, il m'arrivait brutalement d'être saisi d'une joie intérieure, intense, brutale comme ça, qui me faisait rendre la vie toute belle. Et j'étais pris d'une espèce de joie profonde. Fumer quelque chose. Comme ça. Et donc, qui me donnait, comme ça, profonde, en me disant... Alors je me disais, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu as? Et toute ma vie aura été ponctuée de ça. Où est-ce que tu veux que j'aille? Et là encore maintenant, je me dis, mais c'est que ça que tu attends de moi? Ou est-ce que tu attends encore plus de moi? D'accord? C'est-à-dire que je suis persuadé que Dieu ne peut pas parler par lui-même. Dieu a besoin de parler au travers de... Nous sommes nous-mêmes porteurs du message de Dieu. Si Dieu voulait, il pourrait aujourd'hui, quelque part, montrer sa toute-puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Or, il ne le fait pas. Et donc, il a besoin de nous pour se manifester. Il a besoin de nous pour se manifester. Comme il a eu besoin du prophète, comme il a eu besoin de tous les prophètes avant, c'est par les prophètes qu'il a parlé. Et il ne parle que par les prophètes. C'est donc que Dieu a besoin de nous pour porter son propre message. Et donc, de ce fait, il faut que nous soyons à l'écoute pour être justement les passeurs de ces messages. Nous devons être les passeurs de ces messages. Moi, j'aime beaucoup Eti Soum, qui montre une espèce de fragilité de Dieu. C'est-à-dire que si vous vous fermez, Dieu ne peut pas parler. Si Mohamed, un jour, d'accord, n'avait pas voulu entendre l'ange Gabriel, il n'y aurait pas le Coran pour les musulmans. Et si le Christ, etc., il n'y aurait pas eu. Donc, il y a bien une sorte de fragilité de Dieu par rapport à sa propre création. Nous sommes avec lui co-créateurs. Il a besoin de nous, au même temps, pour faire avancer, justement, son message. Donc, le petit garçon de 6 ans, à Oran, l'avait intégré sans savoir forcément à l'époque absolument. ce que ça allait absolument. Signifier. Oui, absolument, absolument. Et je me rends compte, c'est pour ça que je me rends compte qu'il y a eu ces moments où je sens que de plus en plus sa présence. Et aujourd'hui, je parle avec facilité de cela, ce que je n'aurais pas pu faire il y a quelques années en arrière. Et aujourd'hui, je me sens justement dans l'obligation d'être au même temps et de témoigner que Dieu existe. Et je me sens, voilà. C'est à refaire, vous referiez les choses pareilles? Écoutez, je n'ai pas de nostalgie sur le retour. Quand je regarde l'arrière et ce livre, je remercie profondément Nathalie Richet de m'avoir amené à écrire ce livre, parce que je me rends compte que je n'ai pas de nostalgie. J'ai vécu, tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu avec un grand bonheur. Je n'ai pas de nostalgie. J'ai plutôt du bonheur à savoir que j'ai encore des choses à faire. J'allais vous dire les projets du professeur Pitti, voilà. sans trahir forcément. Voilà. Prendre quelques jours de vacances. Là, repartir en Syrie bientôt, retrouver justement ces formateurs qui sont merveilleux, toutes ces personnes qui sont là-bas, qui sont merveilleux, qui se dépensent. Comprenez bien, l'endroit le plus dangereux en Syrie, c'est l'hôpital. Et tous les jours, vous avez des gens qui partent à l'hôpital pour soigner les autres, en sachant qu'ils vont dans un des endroits les plus dangereux, où ils seront bombardés, etc. Comment ne pas avoir de l'admiration pour eux? Comment ne pas avoir d'admiration pour tous les soignants qui ont perdu leur vie et pour tous ceux qui continuent à rester en Syrie et qui continuent à soigner les autres? Comment voulez-vous que moi, je les abandonne? C'est impossible. C'est impossible. Et je trouve que
que le corps soignant, les personnels soignants en Europe et partout dans le monde, et même au Maghreb, devraient quand même se mobiliser davantage pour eux. Parce qu'ils écrivent une histoire de la médecine. Ils se dévouent corps et âme. Ils n'ont pas quitté leur poste. Ils continuent à être là, à soigner les autres. Comment voulez-vous que je puisse, moi, les abandonner aujourd'hui? C'est impossible. C'est impossible. Et à vos auditeurs, en tous les cas, je leur dis, prenez conscience de cela, du sacrifice que font ces personnels-là pour aller soigner chaque jour, et revenir après les bombardements, et dans les bombardements, ramasser tout le matériel qui est encore utilisable pour reconstruire plus loin un nouvel hôpital. Qu'ils prennent conscience de ça. Et j'en appelle aussi au prix Nobel de médecine en disant, mais faites quelque chose, dites quelque chose, parce que c'est un déni d'humanité. C'est leur portée. Bien sûr, tuer des médecins, tuer des soignants, c'est un déni d'humanité. Notre serment d'Hippocrate nous pousse à aller vers ceux qui sont dans la souffrance. Aller vers la souffrance, c'est faire ce que l'on attend de nous. Nous tuer parce que nous soignons, d'accord, c'est un déni d'humanité. Et en Syrie, c'est un déni d'humanité qui a lieu là-bas. N'oublions pas, c'est pas parce que c'est loin des yeux que c'est loin du cœur. Absolument, absolument. Et nous pouvons les aider, les soutenir, etc., de toutes les manières dont c'est possible. Et ne laissons pas ce conflit s'installer un petit peu dans le temps, comme c'est le cas. Absolument, absolument. Les Palestiniens, par exemple, malheureusement. Bien sûr, malheureusement, pour les Palestiniens, c'en est de même, bien entendu. Bien entendu. Bon, on vous revoit bientôt. Oui. Il y a un mot que vous utilisez souvent, un mot arabe. Dites pas Inch'Allah, m'a-t-on dit? Alhamdulillah, grâce à Dieu. Inch'Allah aussi. Inch'Allah, bien sûr. Oui. Mais j'aime bien quand c'est grâce à Dieu, les choses sont comme il faut. Oui. Inch'Allah, j'ai confiance. Alhamdulillah, c'est quand ça s'est exaucé. Exact. Oui. Inch'Allah, je laisse Dieu décider. Mais quand je vois sa présence comme ça, je préfère dire Alhamdulillah. Il est là. Il est là. Je voudrais profiter pour saluer le travail de vos confrères, le docteur Ziad Alissa, par exemple. Absolument. Ziad est un ami très profond pour moi, Ahmed Banané, Anna Shaker, qui depuis le début se dévouent profondément pour leurs compatriotes en Syrie. Et Hassan Al-Abdullah aussi, qui lui s'occupe du sud de la Syrie, en particulier, qui est venu tant de fois avec nous aussi. Vraiment, ce sont des hommes de cœur et que j'aime beaucoup. Il y a un médecin d'origine marocaine. Zouer Halana aussi. Qui est de tous les fronts. Absolument, qui est un homme au grand cœur aussi. Que vraiment, comment voulez-vous ne pas aimer ces hommes? Comment voulez-vous ne pas aimer ces hommes? À leur côté, partager avec eux, etc. Car nous avons les mêmes valeurs. Promis, une dernière question. Tous ces gens que vous évoquez, le fait que pour vous c'est une évidence d'être à leur côté, ça ne vous a pas valu des sacrifices quand même dans la vie? Ou vous ne voyez pas du tout ça de cette manière que... Non, vraiment. Non, vraiment. Je crois que vraiment, quand je regarde le parcours, la vie m'a tout donné, j'ai des enfants, je le dis très profondément. Quand vous êtes sur votre chemin, vous êtes sur votre chemin. Et toutes les bénédictions viennent avec. J'aurais tout donné. À la fois, vous me dites, je suis médecin général, je suis professeur, etc. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce qu'il fallait quand il le fallait, etc. Non, j'ai peut-être eu des sacrifices, oui, mais vraiment, je trouve que j'ai reçu de grandes bénédictions. Ouais. Oui, vraiment. Non, je crois que je partirai aujourd'hui, je dirais merci. Merci pour cette vie, merci pour ce que tu m'as donné, merci pour les rencontres, merci de vous avoir rencontré, Samia. Merci pour cette rencontre, vraiment.